8 heures. Nous sommes au quartier général de la Défense nationale à Ottawa. Des membres de l'état-major se préparent à un exposé ayant pour sujet le service de sécurité et sa police militaire. Les participants à la réunion sont parfaitement conscients d'une chose. Le ministère de la Défense nationale et les forces canadiennes ne peuvent pas protéger efficacement la souveraineté du Canada à moins d'être eux-mêmes protégés contre toute intervention d'agents du renseignement étranger et à l'abri d'actes criminels. C'est ici qu'entre en jeu la police militaire, des personnes spécialement formées dans les domaines de la sécurité et de l'application de la loi. Ces derniers permettent aux commandants de poursuivre leur objectif sans se préoccuper de ce genre de menaces. Il arrivera toutefois de temps à autre qu'un commandant se demande dans quelle mesure il peut compter sur la police militaire. De plus, peu importe la valeur des directives et politiques, si, durant les opérations, l'efficacité de notre police fond comme de la neige au soleil. Ainsi, la valeur du programme de police et de sécurité repose sur les capacités de la personne que l'on retrouve souvent occupée à diriger la circulation. Et pour avoir un meilleur aperçu de ce que sont ces militaires, une visite à Borden s'impose. La base militaire de Borden. Ce nom évoque immédiatement une grande base d'instruction. C'est en fait dans ce vaste complexe que les forces canadiennes forment tant leurs policiers militaires que d'autres policiers provenant de plusieurs pays aux techniques policières et à la prévention d'actes de sabotage, de l'espionnage, des attaques terroristes et des activités criminelles. Aux nouveaux stagiaires, comme le matelot de 3e classe Trina Wilson, les premiers cours très intensifs sont donnés de façon claire et précise. On attend de ceux qui ont choisi de faire carrière dans le domaine de la police militaire qu'ils adoptent une conduite très professionnelle. En tant qu'agents de la paix formés suivant les normes de la force régulière, les policiers militaires jouissent d'une confiance et assument des responsabilités particulières, accrues par le fait qu'ils doivent répondre individuellement de leur conduite et de leurs actes. Trina Wilson et les autres stagiaires se préparent, grâce à cette instruction initiale, à leur première période de service, probablement comme policiers militaires dans une base. Mais à mesure que progressera leur carrière au sein de la branche des services de sécurité des forces canadiennes, ils reviendront ici à plusieurs reprises pour parfaire leurs connaissances et améliorer leurs techniques dans d'autres disciplines spécialisées. C'est au centre d'entraînement pratique de l'école que les policiers assimilent les méthodes d'enquête criminelle employées dans le cas tant des accidents de la circulation que des homicides. Sous l'œil critique et vigilant des instructeurs, les stagiaires apprennent les techniques rigoureuses qu'ils doivent appliquer par suite de la découverte d'un acte criminel. Au laboratoire de l'école, les instructeurs enseignent des méthodes de détection plus élaborées. Par exemple, un drap, lavé et impeccablement propre, révèle sous une lumière précise des preuves invisibles à l'œil nu. Les problèmes concernant la sécurité informatique sont également abordés, tout comme les nouvelles technologies reliées au domaine policier. On explique clairement aux policiers militaires, recrues et vétérans que même si la plupart de leurs procédures opérationnelles nécessiteront l'approbation préalable d'un quartier général supérieur, ils devront néanmoins tous les jours prendre une foule de décisions judicieuses en une fraction de seconde et sans les conseils d'un avocat. Rien ne fait mieux ressortir la nécessité d'un jugement sûr que doit posséder tout bon policier, que le système de formation au tir ou SFT, qui met à rude épreuve le sens commun et les réflexes du stagiaire. Sir, see your license. Just move back to your bike. I want to see your license. What the fuck is the problem? You want ID? I'm for you, asshole. Right here. You gonna take it from me? Back off. Put down the knife. Back off. Put down the knife. You come and get it. Put down the knife. Take it.
Lorsque Wilson obtiendra son insigne de policier et recevra sa première affectation, elle sera en mesure de remplir la gamme de tâches qu'implique le service de police et de sécurité de n'importe quelle unité des forces canadiennes. Les fonctions des policiers militaires sont énoncées, entre autres, dans la loi sur la défense nationale, la base de la discipline militaire. De plus, il faut bien comprendre que quels que soient les besoins du ministère en fait de sécurité, le droit militaire repose toujours sur le principe de la justice individuelle. La 7e escadre est située tout juste à l'extérieur de la capitale nationale. Ici, les policiers militaires relèvent du chef de la Sûreté, qui, à son tour, est responsable devant le commandant de l'escadre et le reste de la chaîne de commandement supérieur de la force aérienne. À l'escadre, c'est en fait au commandant qu'incombe directement le contrôle de son organisation. Les membres de la Sûreté ont appris à entretenir avec leurs supérieurs d'excellentes relations de travail, fondées sur la confiance et le respect mutuel. Même si on s'attend à ce qu'ils se conduisent en accord avec les exigences de leur propre code d'éthique professionnelle, ils feront partie de l'équipe du commandant. Et ce dernier doit pouvoir compter sur eux pour réagir dans la meilleure tradition du monde militaire. De leur côté, c'est vers lui qu'ils se tournent pour obtenir des directives sur les politiques à suivre. Pour le policier militaire, il y a le travail courant. Patrouille, escorte mobile, contrôle de la circulation et application du code criminel et autres règlements, vérification de sécurité, enquête de toutes sortes et parfois protection de fonds militaires. Les policiers militaires collaborent aussi avec différentes forces policières chargées de l'application des lois civiles et de la sécurité de la communauté. Ils doivent coopérer avec ces groupes au cours des enquêtes menées hors des bases, dans lesquelles sont impliqués des membres du personnel du ministère, dont certains peuvent être recherchés pour un interrogatoire ou pour une infraction à la loi. Il importe ici de bien comprendre la collaboration qui doit exister entre tous les organismes reliés à l'application de la loi et de l'ordre. Les deux parties doivent être conscientes de leur champ de compétences respectifs, indispensables au bien-être des communautés militaires et civiles. Pendant que les enquêteurs criminels vaquent à leurs occupations, les membres de la sous-section de la sécurité matérielle inspectent les bâtiments ou vérifient les locaux des unités de la réserve et des cadets pour s'assurer qu'il n'y a pas de manquement à la sécurité. Ils aident également le personnel de l'unité des enquêtes spéciales à coordonner les enquêtes de fiabilité, à diffuser des programmes d'éducation en matière de sécurité et à mettre en œuvre d'autres mesures de protection en contre-ingérence. Le lieutenant Jacques Girard, adjoint au chef de la Sûreté, assume des fonctions de gestionnaire intermédiaire et de chef subalterne. Pour ce faire, il doit tenir à jour les divers dossiers et organiser le travail d'administration qui permet à une section de donner sa pleine mesure. Sans être prestigieux, ce travail est toutefois des plus essentiels à la bonne marche de la section. Le jeune officier de la branche des services de sécurité est aussi conscient du fait que, pour lui, cette expérience n'a pas de prix. Peu importe le type de travail, police ou sécurité, les deux sous-sections doivent être vigilantes en tout temps. Elles doivent être en mesure de reconnaître un fait inhabituel, observé dans la vie quotidienne de la base, qui pourrait révéler une infraction à la sécurité ou une menace aux militaires ou à leur famille. Vol, agression, fraude, incendie criminel, suicide. Certaines enquêtes sont relativement simples. D'autres sont beaucoup plus complexes. Les plus délicates, sans doute, sont certainement celles qui entourent les meurtres. Au cours des dernières années, la police militaire a dû mener de nombreuses enquêtes de ce genre au Canada et à l'étranger. Pour ces dossiers, il lui faut établir d'étroites relations de travail avec les forces policières civiles. Good morning, ladies and gentlemen. We're here today for a briefing on your upcoming VIP operations. À certains moments, la démarcation n'est pas évidente entre les opérations policières et les opérations de sécurité, ou entre les compétences de la police militaire et celles des forces policières civiles. Par exemple, ici dans la capitale nationale, l'arrivée imminente d'un dignitaire, un individu bien particulier, peut provoquer ce genre de situation. Pour remplir cette tâche particulière, l'adjudant-chef est aussi désigné agent de protection des dignitaires. À ce titre, il assure une liaison étroite avec les représentants du protocole du ministère de la Défense nationale et ceux de la section de la protection des dignitaires de la GRC.
Another VIP message, Sergeant. Un autre dignitaire. OK, merci. De plus, avant même la publication de l'ordre d'opération annonçant l'arrivée imminente du visiteur, le sergent chargé de la sécurité des dignitaires aura déjà mis en place un dispositif minimal de sécurité à la base. Il s'agit maintenant de déterminer si le dignitaire attirera des foules ou des manifestants sur les lieux de son arrivée ou s'il a tout simplement besoin d'une protection personnelle plus discrète. Compte tenu de l'envergure ou de la controverse suscitée par les fonctions du visiteur, il faut parfois procéder à l'évaluation et à l'analyse de la menace, de concert avec d'autres corps de police et de sécurité au pays ou à l'étranger. Parmi les autres dispositions à prendre, les policiers militaires chargés de la sécurité des aéronefs, qui possèdent tous une formation et des connaissances particulières sur le type d'appareil employé, vérifient l'avion et instaurent les mesures de protection nécessaires. De plus, si l'appareil doit se rendre à l'extérieur du Canada, 1 ou 2 policiers militaires restent à bord pour coordonner et assurer la sécurité de l'avion aux diverses escales. Pendant ce temps, l'adjudant-chef coordonne le travail de son personnel avec celui des agents de la GRC. Charlie, c'est Security 3. Le cortège arrive dans 5 minutes. Charlie, Sécurité 3, le cortège arrive à la base. Voici le centre nerveux des services de sécurité à Ottawa, appelé dans le jargon militaire DG Sécure ou Directeur Général Sécurité. C'est ici qu'on évalue quotidiennement la menace à laquelle font face le personnel, les renseignements et les installations du ministère de la Défense nationale et qu'on élabore les mesures destinées à la contrer. Qu'il s'agisse de sécurité ou de services policiers, le directeur général et ses directeurs s'entretiennent régulièrement avec leurs homologues des autres commandements. Après ces consultations, le DG fixe les priorités des orientations et des opérations qui sont ensuite mises en œuvre. Le programme d'attestation de sécurité de la Défense nationale représente l'un des rôles essentiels du service de sécurité. Tous ceux qui entrent au ministère de la Défense nationale, comme militaires ou comme employés civils, doivent faire l'objet d'un examen minutieux de la part des enquêteurs spécialement formés de l'unité des enquêtes spéciales, ainsi que de vérification par les analystes chargés des attestations de sécurité à Ottawa. L'objectif recherché, garantir la fiabilité et la loyauté des candidats. L'unité des enquêtes spéciales tient aussi un rôle clé dans le déroulement des enquêtes de sécurité du ministère de la Défense, dans la lutte contre le terrorisme et dans la conduite des opérations de contre-espionnage. L'administration de la prison militaire des Forces canadiennes, située à Edmonton, compte parmi les nombreuses responsabilités qui incombent au directeur général. Le personnel de l'institution recherche d'abord et avant tout la réadaptation des détenus, mais le but poursuivi exige l'application d'un code de discipline très sévère qui ne laisse aux contrevenants aucun doute sur ses fautes. La vie dans cette prison est loin de ressembler à un séjour dans un grand hôtel. Mais une fois la peine purgée, l'individu devrait beaucoup mieux comprendre ce qu'est l'autodiscipline. Janice, would you come in and bring this dinner pad, please? Le directeur général délègue bien entendu une grande partie de ses pouvoirs.
mais lorsqu'il agit à titre de conseiller auprès du chef d'état-major de la Défense, du ministre de la Défense nationale et d'autres cadres supérieurs, il exerce un rôle de la plus haute importance, spécialement en période de crise nationale. Parmi les 3 éléments, mer, terre, air, que soutient la police militaire, le commandement maritime assume au moins 2 responsabilités particulières: la sécurité portuaire et la sécurité des navires de guerre en visite. Le commandement maritime possède des bases à Esquimalt, sur l'île de Vancouver, et à Halifax, où est également logé son quartier général. De plus, le quartier général de la réserve navale est situé à Québec. Comme c'est le cas pour la majorité des ports d'entrée, les corps policiers chargés de l'application de la loi, en poste sur les côtes est et ouest du Canada, doivent rester vigilants face aux activités reliées à l'importation des stupéfiants. Depuis sa création, l'équipe de policiers militaires affectés à la lutte contre ce genre de crimes travaille en étroite collaboration avec les policiers civils pour assurer le contrôle des drogues tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du ministère. Au cours de la dernière décennie, le nombre décroissant d'individus pris dans des affaires de drogue témoigne du succès de l'intervention des enquêteurs criminels de la police militaire. Le programme d'aide à la communauté, offert dans les logements familiaux, est une forme de soutien important que fournissent les membres de la section de la Sûreté dans une base. Okay. Go. Good. Right there. Get that. Good morning, I'm John Workman, I'm the Community Relations Officer for the Military Police in Halifax. Il va de soi que le bien-être d'une famille peut avoir un impact direct sur le moral d'un marin en mer et par conséquent sur l'ensemble du personnel du navire. Le rôle de la police militaire dans ce genre de service communautaire est important, bénéfique et très apprécié. Sensor 1, 4, intrusion, alarm, memory, alarm, bypass. Alarm system is off. Qu'ils soient en déploiement de temps de paix ou en route vers une zone de guerre, les bâtiments navals du Canada comptent grandement sur l'armement électronique et les systèmes de navigation informatisés. Les formalités entourant l'homologation des ordinateurs, les enquêtes sur les virus informatiques et les conseils généraux à prodiguer au personnel représentent bien une autre facette du soutien assuré quotidiennement par les membres de la branche des services de sécurité. Un autre phénomène a pris naissance dans les années 90. L'apparition de groupes de contestation dans les ports, particulièrement pendant la visite d'un navire à potentiel nucléaire. Pour faire en sorte que les manifestants ne puissent prendre le contrôle d'une opération militaire, le commandement maritime a équipé ses policiers militaires de canons pneumatiques très rapides qui peuvent affronter les protestataires sur un même pied. Les navires de guerre ne sont pas facilement manœuvrables et le travail des policiers militaires consiste en fait à protéger autant le navire que les opposants à sa présence. À cette fin, les policiers militaires reçoivent une formation spéciale, donnée par le personnel de l'école de la flotte. La sécurité des quais et des ports, la recherche du renseignement, la liaison en matière de sécurité avec les commandants de navires sont autant de tâches que le commandant du commandement maritime s'attend à voir remplir par le personnel de la branche des services de sécurité. En outre, ce travail se trouve compliqué par l'arrivée et le départ continuel de navires étrangers et de leurs équipages. Des policiers militaires sont en poste partout dans le monde, notamment dans les pays où des militaires ou des intérêts canadiens sont engagés. En fait, la guerre du Golfe Persique en 1990 offre une rétrospective de ce qu'on attend d'eux en période de conflit international. Les policiers militaires devaient assumer certaines tâches courantes du service de police en garnison, mais aussi des responsabilités supplémentaires qu'on ne retrouve pas en temps de paix. La reconnaissance d'itinéraires et de voies d'évacuation sanitaire figurait en très grande priorité, tout comme l'aménagement de points de rassemblement pour les prisonniers de guerre. Les alertes d'attaque de missiles SCOD et la nécessité de porter en tout temps l'équipement de protection contre la guerre nucléaire, biologique et chimique faisaient partie de la vie de tous les jours pendant que le personnel de la Sûreté s'occupait des manquements à la sécurité, des enquêtes sur les accidents et autres incidents.
Il va sans dire que dans les conditions climatiques des pays du Golfe Persique, les policiers militaires se devaient d'être en excellentes conditions physiques pour faire face à toute éventualité. À Valcartier, comme dans d'autres bases de l'armée de terre, le personnel de la branche des services de sécurité participe à des exercices militaires fondés sur l'instruction déjà reçue à l'école de Borden, qui le prépare à exécuter des tâches en milieu opérationnel terrestre. Dans le contexte actuel de la nouvelle politique de la force totale, les policiers de la réserve reçoivent maintenant une formation approfondie dans des pelotons de police militaire de la force régulière. Les caporaux-chefs Luc Renaud et Suzy Gagné sont représentatifs de ces réservistes. Dans la vie civile, il est mécanicien et elle est étudiante. Lors des exercices en campagne, tous les réservistes sont traités sur le même pied que leurs collègues de la force régulière. Comme membres d'un peloton de police militaire de la réserve, ils arriveront à Valcartier après avoir acquis une solide formation de base. Toutefois, ils apprendront ici ce qu'il faut savoir lorsque les forces canadiennes participent au combat. On leur enseignera le camouflage et d'autres techniques de dissimulation. Comment construire une tranchée, l'attaque rapide et les opérations défensives au niveau de section. De plus, on insistera beaucoup sur la guerre chimique, spécialement ce qui a trait à l'emploi approprié du masque, des gants, des bottes, de la combinaison et de l'équipement de détection. Lorsqu'ils auront tous deux terminé leur instruction, ils auront acquis une connaissance approfondie des opérations tactiques de l'unité et des formations qu'ils auront à soutenir. Leur commandant aura raison de s'attendre à ce qu'ils contribuent pleinement à ces opérations, aussi efficacement que leurs collègues de la force régulière, tout en leur offrant la possibilité de poursuivre leur formation dans le domaine de la sécurité et de l'application de la loi qui se déroule à leur unité. Les policiers militaires de la réserve et de la force régulière sont jumelés au moment où l'instruction atteint les exercices des niveaux de peloton et de compagnie. Qu'ils soient affectés au combat de première ligne ou à la signalisation des routes et au contrôle de la circulation, Luc et Suzy, tout comme leurs collègues stagiaires, sont constamment suivis de près par leurs supérieurs. Dans le cadre de la force totale, des réservistes peuvent s'attendre à recevoir de plus en plus de formations axées sur des missions de maintien de la paix. Par le passé, le Canada a été l'une des quelques nations participantes à envoyer des policiers militaires professionnels à plein temps à ces points chauds de la planète. Par conséquent, les policiers militaires canadiens tiennent un rôle de leadership dans la formation et le fonctionnement de détachements multinationaux des Nations unies. Le savoir-faire de nos policiers militaires est particulièrement mis à rude épreuve dans le conflit opposant les populations de l'ancienne Yougoslavie. L'un des exemples classiques de ce à quoi nos policiers militaires peuvent s'attendre au cours d'une période de service de ce genre est bien illustré par les opérations menées sur le plateau du Golan. Dans cette zone d'opération des Nations unies, on trouve les habituelles tâches courantes reliées à la discipline, à la sécurité et à la circulation. Mais il y a aussi le fait toujours présent que nous y avons affaire à deux forces armées hostiles et souvent agressives. De plus, étant donné que le maintien de la discipline et l'application de la loi militaire sont des prérogatives nationales, les Canadiens travaillent de concert avec d'autres policiers militaires originaires de partout dans le monde. Il va sans dire que la souplesse et la diplomatie sont des qualités recherchées dans ce milieu de travail. Les périodes de service de maintien de la paix ne sont pas pour les têtes chaudes, ni pour ceux qui n'ont pas appris l'art de la persuasion et de la diplomatie. Dans ce genre de situation, les policiers militaires auront très souvent comme supérieur un commandant de la force militaire d'un autre pays. L'histoire prouve que ces commandants ont su apprécier la grande qualité de la formation donnée à l'école de Borden dans les domaines de la sécurité et du renseignement. Parlant d'opérations à l'étranger, j'aimerais attirer votre attention à l'une d'elles en particulier, qui s'est déroulée en 1978 à Téhéran, en Iran. On l'a appelée la filière canadienne. Nous avions caché 6 diplomates américains jusqu'à ce que nous puissions les faire sortir du pays. Plusieurs policiers militaires étaient dans le coup et leur formation spécialisée s'est avérée particulièrement utile. Je pense à 2 d'entre eux en particulier, le sergent Claude Gauthier, mieux connu sous le nom de Sledge Gauthier, et le caporal Junior Goss. Pendant que les otages américains se terraient, ce sont les policiers militaires, membres de l'unité de sécurité militaire, qui ont pris en main les menaces d'attentats à la bombe,
les pannes de courant et les étudiants iraniens en colère dans les salles d'attente de l'ambassade. Entre-temps, leur patron, le sergent Claude Gauthier, et un caporal de la police militaire, Junior Goss, travaillaient en étroite collaboration avec l'ambassadeur pour entourer toute l'opération du plus grand secret. En ce jour dramatique à l'atmosphère très tendue, où les 6 fugitifs ont réussi à franchir les mesures de contrôle de l'aéroport, le sergent Gauthier et le caporal Goss ont vu à ce qu'ils traversent l'aérogare en toute sécurité. Puis le sergent Gauthier retournait à l'ambassade, accompagné de l'ambassadeur, pour détruire tous les documents secrets de même que le matériel de communication laissé derrière eux. Le zèle déployé par Gauthier pour mettre l'équipement en pièces lui a valu son surnom de Sledge. Alan Haley était un autre jeune policier militaire en poste à l'ambassade canadienne de Téhéran à ce moment-là. Il est maintenant adjudant, chargé de la sécurité de l'ambassade du Canada à Tel Aviv, en Israël, où il fait partie des nombreux policiers militaires auxquels le ministère des Affaires extérieures a recours pour assurer la sécurité de ses diverses ambassades. À Bogota, en Colombie, c'est l'adjudant Frank Collins qui veille à la sécurité de l'ambassade. Dans un pays où les barons de la drogue et les terroristes font peser de grandes menaces sur le personnel diplomatique, l'adjudant Collins n'accomplit pas un travail de tout repos, mais il y est bien préparé. Étant donné que toute ambassade est une cible de choix pour l'espionnage et d'autres formes d'atteinte à la sécurité, Frank Collins assume un vaste éventail de tâches. Il doit vérifier les systèmes d'alarme, procéder aux patrouilles de sécurité qui englobent une foule de choses, du travail de bureau jusqu'aux données électroniques et à la destruction de documents classifiés. Le courrier d'arrivée est passé au peigne fin et on porte une attention particulière à déceler toute tentative d'introduction clandestine d'appareils d'écoute électronique. De plus, il faut assurer la liaison avec le personnel de sécurité des autres ambassades afin d'identifier à l'avance toute menace qui pourrait viser les intérêts canadiens. Outre leurs nombreuses tâches, les policiers militaires travaillent de concert avec l'ambassadeur et d'autres cadres supérieurs pour formuler et, au besoin, établir des mesures d'urgence en période de crise. La nature même du travail de Collins entraîne ce dernier au-delà des murs de l'ambassade, car il lui faut aussi superviser l'état de la sécurité des logements du personnel de l'ambassade. De plus, les diverses réceptions ont toujours représenté un élément important des fonctions diplomatiques. Il ne faut jamais oublier que l'adjudant Collins et son personnel doivent protéger non seulement leur patron, mais aussi chacun des invités du cercle diplomatique. Malgré tout cela, il reste du temps pour perpétuer une tradition vieille de 35 ans, le fonds de la police militaire pour les enfants aveugles, qui à ce jour a permis de recueillir et de distribuer plus de 2 millions de dollars. Frank Collins